question qui pourrait être un peu ironique, enfin, c'est celle qui suit une interview Messine que vous racontez. Et vous terminez le paragraphe par « Pourquoi le roman impossible ?» C'est à la page 199. Et donc, plus sérieusement, pour reformuler la question, plutôt que le « Pourquoi le roman impossible ?» c'est qu'est-ce qui a fait naître ce livre? Parce qu'il est évidemment très lié aux deux précédents, à un projet romanesque d'ensemble. Donc, qu'est-ce qui vous a conduit à ce livre-là? Alors, il est sans doute lié aux deux précédents, mais il trouve son origine dans un livre antérieur encore, qui est Jura, qui est mon deuxième roman. Puisque Samuel Richard, donc le personnage narrateur du roman Impossible, était déjà le personnage principal de Jura. Et dans Jura, et plus particulièrement dans le dernier chapitre de Jura, on laissait Samuel Richard inconsolable face à la mort de sa mère. Inconsolable et peut-être aussi même en colère, parce qu'il y avait déjà une réflexion, je crois, sur les pouvoirs de la littérature. Est-ce que la littérature peut, d'une certaine manière, nous permettre de sauver ce que nous aimons et, au fond, d'éviter la dégradation, la disparition. Et là, avec le roman Impossible, Samuel Richard réinterroge, si on peut dire, les pouvoirs de la littérature. Lui, l'écrivain, en proie, comme tout écrivain, à des doutes, se demande si, cette fois, la littérature, et notamment le roman, ont le pouvoir de faire face au chaos du monde, en quelque sorte. C'est-à-dire, s'il n'a pas pu sauver sa mère, est-ce qu'il pourrait, alors, autre ambition, sauver le monde? C'est-à-dire, tout au moins, se demander qu'est-ce que la littérature pour relever en quelque sorte d'un monde qui va mal, qui part en morceaux. Justement, enfin, le titre donc est relativement, enfin pourrait sembler clair et il est extrêmement problématique, c'est-à-dire le roman impossible, puisqu'il énonce quelque chose en titre et dès les premières lignes, vous mettez en place un paradoxe, enfin, ou ce qu'on pourrait appeler une forme d'entrave narrative, puisqu'il y a cette tension du récit. Il est impossible, ce roman. D'ailleurs, il sera longtemps différé. Il cache un autre titre, enfin, qui est le titre du dernier chapitre, en quelque sorte. Et en même temps, c'est évidemment le livre que vous tenez entre les mains, puisque c'est écrit dans les premières lignes. Donc, est-ce que l'adjectif du titre, impossible, ne porte pas plutôt sur le mot roman, en fait, sur cette entrave qui fait qu'il y a un livre à écrire, qui ne peut pas être écrit, et d'autres livres s'écrivent autour de ce roman impossible. Effectivement, on peut entendre le roman Impossible comme un titre, on pourrait dire, assez générique. Qu'est-ce que le roman peut encore aujourd'hui? S'agissant justement d'une époque voilà, que l'on peut considérer comme tragique. Au fond, Samuel Richard, lorsque s'ouvre le roman, nous sommes au printemps 2016, a bien sûr à l'esprit les événements du mois de janvier, c'est-à-dire la tuerie de Charlie Hebdo. Et finalement, peut-on encore écrire de la fiction si on considère que la fiction, je ne sais pas, quelque chose qui renvoie au divertissement? Peut-on écrire encore de la fiction alors qu'on est face, on va dire, à une urgence à la fois historique et politique? Donc là, le roman impossible, c'est peut-il y encore avoir du roman et pourquoi faire? Mais bon, là, le titre peut aussi s'entendre de manière, on pourrait dire, plus singulière, s'agissant de ce roman-là à écrire, qui est, alors nous en parlerons, qui est ce que j'appelle le livre de Malik, c'est-à-dire de Malik Oussekine, puisque alors même que Samuel Richard se trouve assez rapidement hanté par la mort de l'étudiant français qui a été donc tué par les forces de police en 1986 à Paris, il se rend compte que ce roman-là lui résiste. Et pour des raisons qui ne sont pas seulement
des raisons littéraires hein, ou esthétiques, mais qui sont des raisons sans doute politiques. Je me disais par exemple qu'il arrive que les écrivains fassent état de formule que je trouve assez ridicule, de l'angoisse face à la page blanche. Là, c'est l'angoisse face à la page écrite. C'est-à-dire, dans ce que j'écris, il y a quelque chose tout à coup qui produit l'angoisse. En tout cas, c'est ce que dit Samuel Richard, et qui, d'une certaine manière, l'entrave dans ce projet qui lui paraît en même temps nécessaire. Oui, et qu'il y a une entrave qui se manifeste même physiquement sur sa peau, sur son... Et il y a toute cette réflexion aussi, peut-être sur une forme de somatisation qui est évidemment très symbolique, puisqu'elle n'atteint pas que lui, mais elle atteint aussi un autre personnage sur lequel il est chargé d'écrire, une biographie d'un de ses ancêtres. Donc il y a tout ce travail aussi sur une angoisse qui se marque sur le corps et dans le corps du texte peut-être. Oui, oui bah alors, ça si vous voulez, je pense que le roman impossible c'est aussi un livre sur la création romanesque. Qu'est-ce que c'est qu'écrire un roman en tout cas pour l'expérience qui est la mienne, écrire un roman est vraiment une épreuve, enfin pas au sens affligeant ou doloriste du terme, mais une épreuve qui à la fois je dirais m'emporte et me transforme. Et ce que je veux dire par là, c'est que le temps et l'énergie que je peux y consacrer, j'ai écrit le roman impossible sur une durée de 4 ans, en y travaillant presque chaque jour. Le temps et l'énergie que je peux y consacrer sont tellement considérables que, au fond, je ne peux m'y tenir que parce que je suis d'une certaine façon envoûté, inventé. Et donc on peut imaginer effectivement qu'un romancier, en l'occurrence Samuel Richard, dans cet envoûtement ou cette hantise qui sont les siens, somatise évidemment. Beaucoup de vos livres ont une inspiration évidemment venue du réel, et c'est une inspiration aussi depuis une temporalité, c'est-à-dire c'est une pensée de l'histoire aussi. Et ici, il y a, alors vous l'évoquiez, la décisive année 2016, caractérisée par ces événements tragiques, je vous cite. Et puis l'autre grande date, évidemment, qui est là une date plus, j'allais dire plus souterraine, et en même temps c'est faux. Donc, mais bon, c'est le 6 décembre 86, évidemment, la mort de Malik Oussekine, comme origine, peut-être, de la noirceur d'aujourd'hui, d'une violence contemporaine. Donc il y a ce double travail sur l'histoire, à la fois comme actualité, puisqu'évidemment 2016, on est toujours pleinement dedans, je pense, enfin, et 2015 avec les attentats de Charlie. Et c'est aller chercher peut-être des racines de ce mal. Oui. C'est un des projets du livre. Oui, c'est sans doute un des projets du livre, mais toujours quand même avec cette réserve ou cette prudence. Qu'il ne s'agit pas pour moi d'apporter des réponses à quoi que ce soit, mais simplement soulever des questions. Bon, ça c'est ma conception aussi du roman. J'ai parfois pu dire effectivement que ce qui m'intéressait c'était davantage la vérité que la réalité, mais une vérité évidemment qui est plurielle, qui est toujours tremblante ou tremblotante, et bien sûr je ne propose pas des thèses. Et puis je suis un peu aussi contrarié par le fait qu'aujourd'hui finalement on demande aux romanciers d'être aussi des sociologues, des historiens, des ethnologues, enfin ceux qui ne sont pas, enfin, ce que je ne suis pas pour le moins. C'est-à-dire que moi ma démarche elle est assez simple. Face à un réel premier, enfin qui n'est jamais tout à fait premier puisque c'est un réel au fond qui nous est en quelque sorte forgé par, je ne sais pas, les médias, l'opinion, la rumeur. J'essaye de contester en quelque sorte ce réel. Alors là, il s'agissant du réel de la France d'aujourd'hui. Si je pense à la formule de Stendhal,
dont on a dit qu'elle définissait, mais c'est sans doute plus que cela, le roman réaliste, que le roman est un miroir que l'on promène le long d'une grande route. Moi, je change d'instrument. C'est pas le miroir, ce serait plutôt, je sais pas, le compteur Gégère ou la baramine, c'est-à-dire déposer des charges comme ça, des mines, des charges explosives dans la réalité. Alors là, si vous voulez, quand je disais Samuel Richard interroge les pouvoirs de la littérature, les pouvoirs du roman face au fond aux tragédies d'aujourd'hui, je pourrais dire face à la maladie de la société française. Je veux dire que dans ce qui nous arrive, je dirais, depuis les années récentes, la France n'est pas seulement une cible ou une victime, elle est aussi une société malade. Et d'abord simplement parce que si l'on parle de barbares, si l'on parle de barbares islamistes par exemple, ce sont des barbares qui sont nés en France, pour une part, ou en Belgique, enfin je veux dire ce sont des barbares qui sont nés au sein de notre société. Donc d'une certaine manière on voit bien en quoi ils sont aussi bien des assassins que des symptômes. Et par là, voilà, je me pose la question, pour répondre à ce que vous me demandiez, je me pose la question de savoir si un drame comme celui de la mort d'un étudiant français, mais d'origine algérienne, maltraité d'une certaine façon par le pouvoir de l'époque, enfin, mal digéré par la société française, ne peut pas, d'une certaine façon, produire aussi des effets 30 ans plus tard. Il me semble que tout le roman, en tout cas, moi c'est aussi comme ça que je l'ai lu, mais après c'est peut-être lié aussi à mes propres tropismes romanesques, mais je me suis demandé si un des sujets du livre, c'est pas où ça commence, ou comment ça commence, parce que c'est un peu la manière dont s'écrit aussi le roman, par des débuts successifs, par des incipits successifs, par des hypothèses de roman qui construisent un roman. Mais c'est aussi où trouver l'origine finalement de ce mal contemporain. Est-ce que c'est la guerre d'Algérie que vous évoquez aussi? Est-ce que, et avec ce lien par les voltigeurs, enfin les voltigeurs de Pasqua et les voltigeurs durant la guerre. Donc il y a cette espèce de déploiement d'un début qui est interrogé et qui n'est jamais évidemment fixé. Et ça va avec ce que vous disiez de j'écris pas des romans à thèse, enfin j'interroge. Et donc il y a ce déploiement d'une question depuis un début peut-être. Oui, non, mais ça c'est certain, c'est-à-dire que bon, je ne sais pas jusqu'où j'irai d'ailleurs quand je commence, et dans un retour possible comme ça des causes, quelles causes je vais trouver d'ailleurs, et au fond, là il ne s'agit pas évidemment, un historien a le souci d'une certaine vérité historique. Moi je m'intéresse au fond à quelque chose qui serait davantage moral, si vous voulez. Je ne soutiens pas effectivement l'idée que ce qui se passe aujourd'hui trouve son origine dans la mort de Malik Oussekine ou dans, on pourrait dire, le refoulé de la colonisation de l'Algérie. Mais ce refoulé de l'histoire coloniale, je pense, n'a pas été assez interrogé dans ce qui nous arrive aujourd'hui. Et donc j'essaye un peu de l'interroger. Oui, c'est une interrogation des discours que l'on porte sur ces événements qui est dans le livre. Enfin, certains qu'on passe sous silence, d'autres qu'on transforme, enfin qu'on maquille. Enfin, il y a toutes ces vérités et enfin que vous interrogez toujours dans vos livres aussi, celle des médias, celle de la classe politique. Là, il y a tout ce travail sur différents discours, le discours que tiennent les ministres à la radio, par exemple. Et il y a tout ce feuilleté des discours qui est interrogé véritablement dans le livre. Et c'est aussi ça qui constitue le roman. Ce feuilleté du réel, en fait, et des discours du réel. Ouais. Oui, bah, effectivement, bon, là, notamment la langue politique.
qui peut être à la fois, je ne sais pas, bête et violente, et qui produit aussi des effets, bien sûr, dans le corps social. Je pense qu'un roman, bon, quelle que soit son ambition, et bon, ce roman est ambitieux, enfin en tout cas je l'ai voulu tel, doit aussi raconter une bonne histoire. Parce qu'il ne faut jamais rappeler peut-être que, voilà, enfin jamais oublier de rappeler ce qu'est l'origine du roman. Bon, évidemment sa première obligation n'est pas de raconter peut-être une bonne histoire, mais il s'agit aussi de raconter une bonne histoire. Pour moi la bonne histoire c'est au fond Samuel Richard essayant d'écrire un roman et n'y arrivant pas. Et effectivement, à travers ses doutes, à travers ses digressions, etc., bon, toutes ces questions sur l'état de la société française se posent les unes après les autres. Mais c'est quand même d'abord aussi peut-être au fond un roman sur une vocation finalement. Pourquoi j'écris, qu'est-ce qui me pousse à écrire, etc. Bon, maintenant je mentirais si je disais que mon intérêt aussi se porte d'abord évidemment vers une réalité historique et politique, et que ce qui fait le lien peut-être entre ce roman-ci et les deux précédents, j'aime à penser qu'il y a une sorte de trilogie là qui s'est constituée, c'est aussi chaque fois bon, l'interrogation, on pourrait dire, de l'histoire, et comment l'histoire, d'une certaine manière, se répercute dans la vie intime, dans la vie privée des individus. Hein, Démon, c'était les guerres du XXe siècle. L'inconscience, c'est la crise économique qui frappe notamment la société française. Et puis, voilà, on peut dire que le roman impossible, c'est peut-être la question de l'identité française, finalement. Question qui a été posée par le pouvoir comme un débat possible, si je me souviens bien, ça devait être en 2009, et dont on a... le fait d'instaurer ces débats enfin, qui ont eu lieu ici ou là sur notre identité n'est pas scandaleux ou inepte en soi, mais bon, ça a été malmené, il y avait sans doute beaucoup d'arrière-pensées, et surtout on a pu voir là comment le refoulé notamment notre histoire coloniale opérait. Et dans ce qui constitue aussi cette trilogie, au-delà de la question de l'histoire, il y a aussi ces narrateurs qui ont un rapport avec l'écriture, puisque dans Démon, c'est ce personnage qui a un nom de peintre, Rothko. C'est aussi interroger comment on écrit sur la catastrophe, sur les plis du réel, et à travers des personnages qui ont un rapport à l'écriture. C'est comme le déploiement d'un seul narrateur aussi. De la même manière que dans le roman Impossible, un personnage de narrateur trouve, alors peut-être pas des doubles, mais en tout cas des surfaces d'interrogation dans des personnages qui peu à peu entrent dans le récit, non ? Oui, alors c'est difficile de répondre à cette question. Moi, je dirais que je conçois aussi le roman comme, bon, au-delà de l'histoire qu'il s'agit de raconter, du récit, du romanesque proprement dit, comme étant aussi toujours l'occasion d'interroger ce que c'est que la littérature, bon, sans tomber évidemment dans le spéculatif, etc. Mais les romans que j'écrive, ils sont aussi toujours riches des romans que j'ai lus. Et par la même... ça me serait difficile d'avoir un narrateur qui soit, je sais pas, artiste de cirque ou inspecteur des finances. Enfin, je sais pas. C'est pour moi, il y a quelque chose de consubstantiel, si vous voulez. Parce que voilà, interroger le monde, c'est aussi interroger l'écriture de ce monde. Enfin, ce qu'on peut en dire, et donc voilà, c'est vrai que bon, un journaliste qui écrit, en même temps dans l'inconscient, c'était
Oui, c'est pour ça que j'ai plutôt parlé de mots. Ouais, ouais. Mais c'est parce que aussi dans le roman impossible, vous dites à un moment donné que, mais je cite peut-être mal, mais que les personnages sont des sensations en fait, sont les réceptacles des sensations du narrateur en fait. C'est une manière de figurer ou d'incarner des sensations. Sûr, oui. Donc, mais ça, je défends, si vous voulez, je défends vraiment comment dirais-je, le travail du roman comme le travail d'une hantise, d'une obsession. Hein, connaître un romancier, c'est d'abord connaître son obsession. Et il y en a généralement pas 36, il y en a une ou deux, etc. Et on les retrouve dans les différents livres. Et donc, je pense effectivement que à partir du moment où un roman s'écrit à partir d'une hantise, d'une obsession, les personnages que l'on invente au fur et à mesure de l'écriture sont vraiment des projections de soi, sont vraiment des projections de soi. Alors évidemment, Malik Oussekine, c'est un personnage qui a une dimension historique. Enfin bon, je lui donne cette dimension historique. D'ailleurs, je pense que justement, ce qui est peut-être malheureux dans cette affaire, c'est qu'il n'a pas de dimension historique. Finalement, c'est comme une sorte d'enfant perdu. C'est un enfant perdu, mais la question que je me suis posée aussi, parce que moi je suis aussi de cette génération-là, c'est est-ce que c'est pas aussi le nom qui a porté à une certaine conscience politique ou à une certaine conscience du monde toute une génération alors d'étudiants qui ont manifesté contre la loi de Baquet, qui ont manifesté contre ce meurtre de Malik Oussekine. Est-ce qu'il n'est pas le nom aussi d'une conscience? Oui, mais un nom qui, je pense, c'est aussi perdu. C'est-à-dire le nom d'une génération. Effectivement, c'était aussi la génération de SOS Racisme, mais parce que voilà, j'enseigne en lycée, j'ai des élèves de terminale qui ont 18 ans, et juste avant que je termine mon manuscrit, j'ai eu la curiosité, comme ça, entre 2 heures de cours, de leur demander s'ils connaissaient le nom de Malik Oussekine. Et sur une classe d'une trentaine d'élèves, aucun n'avait entendu parler de Malik. Bon, c'est un lycée de province, etc. C'est pas un lycée de centre-ville, c'est un lycée moyen, banal, mais aucun de ces jeunes gens de 18 ans ne savait qui était Malik Oussekine. Donc c'est en ce sens-là que c'est un enfant perdu. Je pourrais presque dire un enfant perdu de la République, d'une certaine manière. Et c'est aussi ce qui peut expliquer sa place très paradoxale dans le livre, puisqu'il est à la fois tout le temps là, il revient, son nom revient, etc. Et en même temps, écrire sur lui et ce roman impossible. Oui, parce que c'est pas seulement, pas seulement le projet de Samuel Richard, c'était mon projet, bien sûr. Et j'ai commencé à y travailler sérieusement. Je me suis dit, voilà, je vais écrire un roman qui s'appellera Le Livre de Malik. C'était mon titre de travail. Et j'ai commencé à me documenter. Et puis assez rapidement, je me suis trouvé embarrassé parce que au fond, sa disparition, tout en étant lointaine, est encore assez récente. J'imagine qu'une partie de sa famille vit toujours en France. Je voyais aussi ce que je pouvais déclencher comme mauvais effet en choisissant ce sujet. L'idée même que Malik Oussekine soit un sujet de roman, tout ça m'embarrassait, je veux dire pour des raisons pas vraiment esthétiques, mais morales presque. Et donc c'est comme ça que je suis allé chercher Samuel Richard, je suis allé le chercher de la dernière scène de Jura en disant que c'était avec lui que j'allais faire ce roman.